Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les résultats de Alphabet pour le Q3 2024, donc le troisième trimestre. Alors, je vais pas faire une analyse complète, je pense qu'on va juste voir les résultats et on va un peu voir, je vais faire quelques rappels sur le business de Alphabet et ensuite on finira par une petite valorisation. On va passer donc par le business, ensuite on verra les résultats, le conference call et aussi on finira par la valorisation et on parlera aussi d'un point important sur les capex et notamment cette notion d'investissement dans les capex parce qu'on a une tendance haussière sur les investissements faits par les 7 magnifiques, les grosses entreprises technologiques, notamment Alphabet, on a Microsoft, on a Meta, etc., etc. Et donc, on va commencer maintenant. Juste, comme d'habitude, si vous voulez télécharger la mind map, vous pouvez le faire gratuitement dans la description. Vous avez juste à me donner votre mail et moi, je vous envoie ça. Et puis, c'est parti, on va commencer. Donc d'abord, je vais faire un petit rappel de ce que fait Alphabet, donc la maison mère de Google. Donc on a 5 gros segments et on a un 6e segment. Donc le premier, ça va être Google Search. Donc là, ça va être toute la grosse publicité. C'est là où ils font la plupart de leurs revenus. Donc ça va être les revenus provenant de la publicité du moteur de recherche Google. Ensuite, on va avoir Google Network qui va être en gros le réseau publicitaire de Google où on va avoir tout un tas de sites qui vont être partenaires sur lesquels on va faire des publicités et c'est comme ça que va se rémunérer Google. Ils vont prendre un pourcentage et le site partenaire va aussi prendre un pourcentage. Ensuite, il va y avoir Google Cloud. Donc là, ça va être d'ailleurs, c'est là où on a finalement cette grosse croissance sur les notamment Microsoft et AWS de Amazon. Et on a aussi Google, donc ça va être principalement des services d'infrastructure, de stockage, aussi des outils de productivité. Donc notamment, on va avoir Google Workspace, donc là c'est la suite avec Gmail, Google Drive, Meet, etc. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est analyse de data. Pour les entreprises, principalement, c'est principalement du B2B. Et ensuite, on va avoir donc les abonnements, les plateformes et appareils. Donc là, on va voir les abonnements YouTube, YouTube Premium, on va voir Google One aussi, on va voir les achats de Google Play. Et aussi, on va avoir notamment les appareils, donc Google Pixel, ils ont sorti Google Pixel 9, je crois, ou 8, je sais plus, je crois que c'est le 9 récemment. Et ensuite, on finit par les YouTube Ads, donc les publicités YouTube, et ça va être les revenus générés via la publicité YouTube. Et ensuite, on va avoir les autres paris, donc là, ça va représenter vraiment toute petite partie des revenus. On a notamment Waymo qui représente la plus grosse partie des revenus de ce segment-là, qui représente juste quelques centaines de millions par rapport aux centaines de milliards. Je crois qu'il y a 300 milliards de chiffre d'affaires chez Google. Et ce segment-là, il représente que 400 millions de dollars. Et en fait, on a notamment Waymo qui est c'est des voitures autonomes en fait. Ils ont notamment des partenariats avec Uber, ils ont développé un partenariat avec Hyundai. Donc je doute que ce segment-là grossisse à tel point que ça vienne compenser les autres segments parce qu'on a quand même des grosses machines à cash derrière, mais c'est quand même, ça tend, on va dire, à s'améliorer. Aujourd'hui, ça grandit de plus en plus, donc pourquoi pas. Donc maintenant, pour ce qui est des chiffres et de l'évolution pour le Q3 2024, donc là on a le graphique qui nous montre les revenus par segment d'activité. On a les 5 plus gros segments, donc j'ai juste pas mis les autres paris parce que bon, ça représente une partie qui est extrêmement faible. Et donc là, on a l'évolution donc on a le Google, le moteur de recherche Google avec la publicité, on a les YouTube Ads, on a donc le network, on a les abonnements, plateformes et appareils, on a aussi le cloud. Et donc on voit que pour ce qui est de Google Search, on est passé de 44 milliards à 49 milliards, ce qui est très bon. Pour ce qui est des YouTube Ads, on est passé de 8 milliards à 9 milliards quasiment, donc c'est très bon aussi. On a juste pour Google Network, on est légèrement en baisse. On est passé de quasiment 7,7 milliards à 7,6 milliards aujourd'hui. Pour ce qui est des abonnements, des plateformes et des appareils, on est passé de 8,34 milliards à aujourd'hui. Alors là, c'est pas marqué, mais on est à 10,6 milliards, donc une grosse progression aussi. Et on a également le cloud, là où il y a la plus grosse croissance. On est passé parce que là, c'est là aussi où ils investissent le plus, de 8,41 milliards à 11,35 milliards, ce qui représente quasiment une croissance de 40%. Alors je dis que c'est là où ils investissent le plus, alors c'est proportionnellement on va dire à l'activité parce qu'après ils investissent énormément dans l'IA de manière générale et dans des data centers, on va le voir, et dans tout leur segment d'activité en fait. Et là on voit donc le bénéfice opérationnel par activité, donc on a les services, on a le segment service, on a tout ce qui va être cloud, et on voit qu'en fait, et à côté on a les autres paris, on voit que c'est dans le négatif. Et on voit que donc on distingue bien le segment service. Là, on va retrouver tous les autres segments d'activité et à côté le cloud. Et le cloud, on voit qu'on est de plus en plus rentable. Alors on est vraiment, par rapport à par exemple quand on regarde le Q3 2023, on était quasiment pas rentable. Et oui, parce que faut savoir que le cloud, donc c'est depuis 2017 qui développe ça, et on a une croissance qui est vraiment folle. Alors voilà, c'est là, je me mets juste ici.
depuis 2017. Alors là, j'ai pas mis 2017, mais parce qu'il n'y avait pas marqué les... je crois qu'ils n'avaient pas développé, enfin, ils n'avaient pas mis les revenus opérationnels, enfin le résultat opérationnel, le bénéfice opérationnel, ils avaient juste mis le chiffre d'affaires, mais on peut voir qu'en fait, entre 2018 et 2022, on était en pleine croissance en termes de chiffre d'affaires, mais derrière, on n'avait pas de bénéfices, on avait des marges négatives. En fait, quand on regarde les marges opérationnelles du cloud, on était en 2018 à moins 74,5%, mais petit à petit, ça se réduisait, et aujourd'hui, c'est en 2023 qu'on a connu le point mort et qu'on est arrivé au-dessus et qu'on a réussi, que Google a réussi à passer une marge en positif, et donc on est passé de moins 74% aujourd'hui quasiment 17% de marge nette, de marge opérationnelle, pardon, sur le quarter seulement. Donc en 2023, on avait 5,2% de marge sur l'année opérationnelle. En 2024, enfin en TTM, là, donc le TTM, c'est les 12 derniers mois, on est à 12,1, et là, on est à 17,2, ce qui montre qu'on a quand même une tendance haussière sur la marge du cloud. Et il faut savoir que la plupart ça ils l'ont dit dans le conference call, justement, on le verra juste après, mais que la marge opérationnelle des concurrents moyens sur le cloud, donc notamment AWS et Azure, on est aux alentours de 30 à 40%, ce qui fait que y a beaucoup de marge à aller chercher, et même si c'est pas exactement le même modèle commercial, il y a quand même pas mal de marge à aller chercher. Et aussi, ce qui est très important, c'est que en fait, quand on regarde le segment cloud, on voit qu'on est sur une croissance depuis 2018 de 40% par an, ce qui est énorme, mais c'est là aussi où ils investissent le plus. Et à côté, quand on regarde par exemple le business de YouTube Ads, et aussi des abonnements des plateformes et d'appareils, donc là principalement YouTube, on est sur, je voulais montrer YouTube Ads et les abonnements, parce que les abonnements, notamment YouTube Premium, c'est contenu dans les abonnements. On voit qu'il y a quand même une grosse croissance à ce niveau-là. On est à quand même plus de 20% de croissance depuis 2017, même s'il y a un ralentissement. Il y a eu un ralentissement en 2021-2022. On voit que ça repart à la hausse depuis 2023, et je trouve que c'est très intéressant de voir qu'en fait, certes, le cloud, c'est là où il y a la plus grosse croissance, parce que c'est là où finalement ils peuvent énormément se développer, mais d'un autre côté, ils doivent investir énormément d'argent, alors que là, je trouve que ce type de business, donc les YouTube Ads, et aussi les abonnements, tout ce qui est YouTube Music, etc., enfin YouTube Premium, qui comprend tout ça, en fait, il n'y a pas vraiment d'investissement, de réinvestissement à faire, ce qui fait que c'est vraiment un business qui peut délivrer de la croissance sans forcément réinvestir énormément. Il y a juste, on va dire, entre guillemets, optimiser l'opérationnel, mais derrière, il n'y a pas vraiment de réinvestissement. Enfin, je trouve pas qu'il y ait vraiment de réinvestissement à faire pour on va dire, dégager de la croissance sur ce business-là. Et aujourd'hui, il faut savoir que les revenus totaux de YouTube, donc ads plus abonnement, totalisent plus de 50 milliards de dollars ces 4 derniers trimestres, ce qui est quand même énorme. Ça représente, je crois, entre 15 et 20% de tous les revenus de Google, donc c'est quand même très très important. Et derrière, on peut facilement, enfin pour moi je trouve qu'on peut très facilement avoir une croissance ces 5 à 10 prochaines années de 10% par an, sans vraiment forcer, en fait, sans vraiment réinvestir. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est d'un côté, c'est un peu, on va dire, une espèce d'antifragilité, d'un côté avoir un business sur lequel on va devoir réinvestir énormément pour dégager de la croissance, mais de l'autre côté avoir un autre type de business qui lui peut générer de la croissance sans forcément qu'on ait à réinvestir massivement dans des data centers, ou même dans des nouvelles infrastructures, etc., quoi. Donc maintenant, on va parler de l'allocation du capital, ce qu'il y a eu dans les conférences call. Donc il y a eu quelques questions et quelques on va dire, annonces qui ont été intéressantes. Donc en gros, aujourd'hui, il faut savoir que, donc là c'est ce qu'on dit le management, nous avons investi 13 milliards de dollars de dépenses en capital à travers l'entreprise. Une partie est investie dans notre infrastructure technique, et c'est la majorité des 13 milliards de dollars, et l'autre concerne des domaines tels que des installations, des paris, et d'autres secteurs de l'entreprise. Et aujourd'hui, donc au sein justement de l'infrastructure technique, donc là où il y a la majorité des capitaux qui sont déployés, ils ont dit nous avons des investissements dans des serveurs qui incluent à la fois les TPU, donc là c'est les Tensor Processing Units, je crois. En gros, c'est le TPU de Google, et à côté, on a les GPU de notamment Nvidia, notamment je crois que c'est le GB200, qui est le nouveau avec la puce Blackwell, qui permet justement d'aller beaucoup plus vite au niveau de la puissance de calcul, et qui permet justement de soutenir toute la croissance que peut avoir notamment Azure, AWS, et aussi Google sur le segment cloud. Et ensuite, on a la deuxième catégorie qui concerne les centres de données et les équipements réseau. Et ce trimestre, environ 60% de ces investissements dans l'infrastructure technique ont été destinés aux serveurs, et environ 40% aux centres de données et aux équipements réseau. Et ensuite, ils disent que nous investirons au Q4 à peu près les mêmes montants que ce que nous avons investi au Q3, donc à peu près 13 milliards de dollars. Et
Et nous projetons justement en 2025 une augmentation de ces capitaux déployés dans l'investissement. Et ça, c'est vraiment très très important. Voilà, je me mets ici. Alors, point important justement sur les capex. Il faut savoir que durant le Q2 2024, on a le CEO, donc Sundar, qui a dit, le CEO de Google, qui a dit que le risque de sous-investissement était dramatiquement plus élevé que le risque de surinvestissement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, le fait de ne pas investir, c'est beaucoup plus risqué aujourd'hui, selon lui, de réinvestir énormément d'argent. Sauf qu'en fait, ça c'est très... Enfin moi je trouve que déjà c'est rassurant pour les actionnaires, mais il faut savoir que, justement je l'ai mis ici, quand une entreprise comme Google investit de plus en plus dans les capex, ce sont des revenus dont vous ne profitez pas, petite faute, petite coquille, juste ici, vous ne profitez pas à l'instant T. Et donc c'est important de contrebalancer ce risque, en tout cas selon moi, car la part de revenus que vous auriez pu toucher aujourd'hui, vous ne savez pas si vous allez la toucher demain. Parce que du coup, c'est des revenus qui sont réinvestis. Enfin, au lieu de les verser soit en rachat d'actions ou dividendes, peu importe, ces revenus-là, ils vont être réinvestis dans la boîte. Donc c'est bien de réinvestir. Mais plus en fait la part de réinvestissement, plus la part de cash flow générée par l'entreprise est réinvestie, moins vous avez de revenus à l'instant T, et donc plus vous devez contrebalancer ce risque-là, justement. Et c'est pour ça que moi j'ai dit que, en gros, le maître mot pour compenser ce risque-là, c'est de ne pas se surpayer vos entreprises. Et ça c'est très important, parce que imaginez que vous avez une entreprise qui produit, je sais pas, 100 milliards de cash flow par année, et qu'elle a habituellement, on va dire qu'elle a pour habitude de réinvestir 20% de ce cash flow-là dans justement de l'investissement en interne dans les capex. Donc ça veut dire que vous avez 20 milliards qui partent tous les ans. Et si par exemple ce 20 milliards-là, il passe à 40, 50, voire 60 milliards, tous ces revenus-là, que finalement ce spread-là que vous aviez avant mais que vous avez plus aujourd'hui parce que justement ils sont réinvestis, selon moi il faut contrebalancer ce risque-là, parce que tout cet argent-là qui est investi aujourd'hui, vous l'avez pas. En fait, vous l'avez pas en tant que rachat d'actions, vous en profitez pas en tant que rachat d'actions, vous en profitez pas en tant que dividende. Et donc forcément, c'est des revenus que vous n'avez pas aujourd'hui et qui seront pour plus tard. Sauf qu'il y a quand même un risque au niveau de l'investissement, qui est que finalement on ne sait pas si on va toucher ces revenus plus tard, on ne sait pas si les investissements vont être fructueux, fructueux. Et donc c'est pour ça que c'est très important que quand en fait on a une part de ce cash flow là qui augmente dans les capex, d'un autre côté de compenser, de contrebalancer ce risque d'investissement en justement en payant moins cher vos entreprises, parce que sinon derrière vous avez une marge de sécurité qui va se rogner petit à petit. En tout cas c'est un peu, je trouve que c'est un peu logique en fait, parce que on peut pas se permettre de, imaginons que tout l'argent du cash flow soit réinvesti, vous derrière vous avez aucune rentabilité qui vous est donnée à l'instant T, parce que tout est réinvesti au sein de l'entreprise. Donc tout se mise sur la croissance future de ces investissements. Mais qui nous dit que ces investissements-là vont être fructueux? C'est justement ça qui est très, très important. Et le but de l'investisseur, c'est quand même de gérer son risque. Et là, pour contrebalancer ce risque-là, pour moi, c'est très important de se dire, ok, bon, il faut se donner des limites de prix sur ce genre d'entreprise. Après, moi, j'aime bien dire aussi que d'un autre côté, même si on a des investissements qui sont de plus en plus grands sur notamment les sites magnifiques, les Amazon, les Google, les Meta, les Microsoft, etc. D'un autre côté, moi j'aime bien dire qu'en fait la tech américaine, c'est un secteur qui est trop cher pour être trop exposé, mais qui est trop intéressant pour être ignoré. Et ça, je trouve que c'est très très, moi je trouve que c'est très très important d'un côté d'être investi dans ce genre d'entreprise, mais d'un autre côté de ne pas être surinvesti sur ce genre de boîte, parce que justement on a quand même beaucoup, je trouve qu'on a quand même un risque au niveau de justement cet investissement-là qui devient de plus en plus gros par rapport proportionnellement au cash flow généré, qui fait que finalement on a un risque par rapport au rendement futur de ces boîtes-là. Et là, je l'ai mis juste là, plus une entreprise augmente sa part d'investissement en CAPEX, plus il est important de regarder l'évolution de sa rentabilité les années suivantes. Pourquoi? Parce que quand une entreprise investit dans des dépenses d'investissement, donc en CAPEX, elle engage des fonds dans des actifs à long terme, comme des usines, des technologies, des infrastructures, etc. Donc ça vise à générer des flux de trésorerie, des flux de revenus supplémentaires, ou à renforcer la compétitivité. Mais pour que cet investissement soit rentable, il faut que la rentabilité future, donc le ROIC, le ROE, le ROCE, etc., progresse, ou au minimum se maintienne à un niveau qui justifie justement les fonds investis. Donc ça, c'est très très important, parce que si la rentabilité future n'est pas bonne, ça peut indiquer que l'entreprise a engagé des capitaux sans générer de rendement adéquat, voire avec un retour inférieur à ce qu'elle aurait pu obtenir autrement, comme en redistribuant par exemple des capitaux aux actionnaires sous forme de dividendes, ou via les rachats d'actions. On a cette image que j'avais faite sur, la vidéo elle n'a pas encore sorti, donc je pense que je vais pas l'expliquer. Il y a la vidéo qui va sortir dessus, sur notamment l'allocation de capital, etc., d'une entreprise, mais on verra ça dans la vidéo.
Mais globalement, c'est très important concernant l'allocation de capital. C'est la tâche numéro 1 du management de savoir bien allouer le capital. Mais d'un autre côté, il faut en fait trouver, pour l'entreprise, il faut trouver le juste milieu entre réinvestissement et aussi rachat d'actions / dividendes, etc. Parce que sinon, vous, pour gérer votre risque, c'est quand même important d'avoir, d'un côté, je trouve, des boîtes qui soit vous versent de dividendes, soit, on va dire, rachètent des actions, et d'un autre côté, des boîtes qui investissent énormément. Comme ça, vous avez une contrebalance du risque. Et justement, par rapport à l'allocation de capital, il y a quelque chose qui est très intéressant par rapport à Gemini, qui a été dit durant le call, le conférence call en gros. Donc il y a un analyste qui a posé la question: y a-t-il des jalons que vous pouvez partager concernant l'utilisation de Gemini par rapport aux 250 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires que ChatGPT connaît actuellement? Et en fait, donc là, il a répondu, il a dit que Gemini est désormais utilisé par plus de 1 milliard de personnes dans la recherche. Donc, nous le déployons dans nos produits, donc les produits notamment le Google Workspace, tout ce qui est suite Gmail, Doc, Drive, etc., etc. Donc l'application Gemini elle-même connaît une forte dynamique de croissance des utilisateurs. Le volume de notre API, j'ai mentionné que les API Gemini avaient augmenté de 14 fois au cours des 6 derniers mois, donc ça c'est quand même témoin d'une grosse croissance. Et aussi les coûts concernant les requêtes ont baissé de 90% par rapport à ces 18 derniers mois grâce justement aux investissements réalisés. Et là justement j'aimerais moi émettre une question par rapport à ça, et je trouve que c'est vraiment toute la question même par rapport aux entreprises de la tech concernant l'IA. Et donc notamment Gemini pour Google. Comment mesurer le véritable retour sur investissement de ce produit-là? Car en fait, ça coûte cher. Ça coûte quand même très cher en puissance de calcul, même si ça a été justement fortement réduit grâce aux investissements réalisés. Donc les investissements réalisés, là pour le coup, on voit un retour sur investissement sur le fait que ça coûte beaucoup moins cher. Ça coûtait 10 fois plus cher il y a 18 mois de réaliser des coûts de requête pour Gemini que maintenant. Donc ça c'est quand même très bien, c'est quand même une très bonne nouvelle. Mais par exemple, quand on regarde aujourd'hui OpenAI, donc ChatGPT, ils sont pas rentables. Je crois que pour 2024, donc il y a ils ont estimé 55 milliards d'euros de dollars de pertes, ce qui est quand même énorme, alors que pourtant ils font plusieurs milliards de chiffre d'affaires. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, selon moi, si les coûts de production diminuent avec le temps, grâce à justement tous les investissements faits dedans, donc notamment Google, Microsoft, Amazon, etc., qui investissent des centaines, des dizaines de milliards dans ce genre d'infrastructure, en fait, derrière, eux, ils ont des business models qui marchent bien et qui rapportent beaucoup d'argent. Mais s'ils investissent de plus en plus, justement, qu'ils augmentent cette proportion du cash flow, excusez-moi, investi dans ce genre d'infrastructure, derrière, comment est-ce qu'on mesure véritablement la rentabilité du capital investi sur ces infrastructures-là, en fait? Parce que les coûts de production, qu'est-ce qui va se passer? Les coûts de production, ils vont baisser, parce que étant donné qu'ils investissent énormément, derrière, c'est pour baisser les coûts de production. Derrière, si les coûts de production ils baissent, est-ce que ça serait pas quelque part le consommateur qui va lui être le véritable, on va dire, gagnant de cette histoire, parce qu'il va pouvoir, étant donné que les coûts de production ils baissent, la barrière à l'entrée derrière elle baisse énormément, ce qui fait que les prix aussi ils vont baisser, et derrière je me dis que, c'est un raisonnement tout con, mais je me dis qu'en fait le consommateur, est-ce que ce serait pas lui le véritable gagnant, parce qu'il va pouvoir profiter d'une énorme amélioration de son niveau de vie, de sa productivité, etc., parce que finalement on a tous ces milliards de dollars qui ont été réinvestis par ces entreprises dans ce genre d'infrastructure et qui permet aujourd'hui de faire énormément de choses avec l'IA. Et donc voilà, donc moi je me dis, comment est-ce que en fait Gemini, comment est-ce que Google va être rentable avec justement Gemini, parce qu'aujourd'hui ils nous disent que voilà, ils intègrent Gemini dans toute la suite Workspace, etc., etc. Mais comment est-ce qu'ils vont dégager? Donc c'est très bien pour le consommateur, parce que lui il est très content, ça augmente sa productivité, ça lui permet de faire plus d'argent si c'est une entreprise, etc. Mais derrière, comment est-ce qu'ils vont devenir plus rentables? Parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent, et le but c'est quand même d'avoir une rentabilité, et je trouve que c'est assez flou là-dessus, c'est assez difficile. Il y a beaucoup d'enthousiasme de la part de la direction, même des autres boîtes, etc. Mais je trouve qu'il y a quand même un certain flou, on ne sait pas en fait finalement si ça va vraiment être si rentable que ça. Et la rentabilité aujourd'hui qu'on peut avoir sur Google ou même Microsoft, etc., c'est, là on parle de Google, c'est surtout la publicité en fait. C'est parce que déjà de base ils ont un business model qui tourne déjà très bien et qui veulent intégrer l'IA à leurs 5 gros segments de business en fait. Mais est-ce que justement ces coûts-là qui sont faramineux, qui s'investissent dans l'IA vont trouver une rentabilité? Ça justement je trouve que c'est assez flou, et c'est pas très certain. À part l'enthousiasme de la direction, il n'y a pas vraiment de réels chiffres
derrière. Et là, je l'ai mis juste ici. Voilà, donc la rentabilité du capital investi baisse parce que justement, les prix baissent aussi. Si les coûts de production baissent, la barrière à l'entrée baisse et les prix baissent aussi, ce qui fait que la rentabilité du capital investi baisse. Et donc, voilà, j'ai mis ça aussi. Ça ne veut pas dire que Google, Meta, Microsoft vont mourir, hein, pas du tout, parce que justement, ils ont des business models qui sont déjà stables et diversifiés, mais la rentabilité espérée peut ne pas être aussi élevée qu'on le prétend sur les intégrations par rapport à l'IA et tout ce qu'ils ont investi dans toutes ces infrastructures. Moi, je suis assez perplexe là-dessus, et c'est pour ça que justement, pour contrebalancer ce risque de réinvestissement et de finalement, on ne sait pas où est-ce qu'on va exactement, derrière, il faut payer, c'est toujours le maître mot, hein, payer vos boîtes, ne surpayez jamais vos boîtes. Je crois que c'était Terry Smith qui, dans sa dernière lettre aux actionnaires, avait dit qu'il résumait sa philosophie d'investissement en 3 points. Le premier point, c'était investissez dans de la qualité. Deuxième point, investissez, ne surpayez pas vos entreprises. Et troisième point, attendez. Voilà, c'est tout. Et donc, moi, je dis vraiment ne surpayez pas. C'est vraiment pas le moment de surpayer les boîtes technologiques aux US. Ensuite, pour ce qui est des rachats d'actions, on a 15,3 milliards de dollars de rachats d'actions. Donc, il y a quand même, ils allouent quand même une partie du capital là-dedans. Et bon, c'est quand même, ils rachètent des actions quand même à des prix qui sont assez chers, je trouve. On est entre 160 et 180 dollars pour les prix exercés. Personnellement, j'achèterais pas du Google à 160 dollars. On verra justement juste après à quel prix est-ce que je trouve que ce serait intéressant d'acheter Google. Ensuite, pour ce qui est du cash flow, alors ça c'est très important. Donc ils ont dit qu'en gros en 2023, nous avons différé des paiements d'impôts en espèces du 2e et 3e trimestre au 4e trimestre, et au T3 2024, nous avons effectué un paiement en espèces de 3 milliards de dollars lié à l'amende pour pratique anticoncurrentielle de, donc là c'était pour ce qui est de, je crois que c'était l'Europe. Donc je vais le remettre, voilà, c'est ici. L'amende de 3 milliards de dollars infligée à Google par la Commission européenne en 2017 concernait des pratiques jugées anticoncurrentielles dans son service de comparaison de prix Google Shopping. La Commission a estimé que Google abusait de sa position dominante en favorisant son propre service de comparaison de prix. Donc c'est voilà, donc c'est loi antitrust, machin, etc. Et on a également le report d'impôts pour les périodes de 3 et 9 mois se terminant le 30 septembre. Et ce qui fait qu'en fait, qu'est-ce que ça donne concrètement dans les tableaux des flux de trésorerie? En fait, on a ici donc la ligne income taxes, donc ici pour ce qui est, donc là c'est les 9 premiers mois de l'année de 2023, et là c'est les 9 premiers mois de l'année de 2024, et on peut voir que ici on a donc un report d'impôt, ce qui fait que ils avaient une charge d'impôt dans le compte de résultat, mais derrière ils ont reporté cet impôt là, ce qui fait que ils ont rajouté, en fait c'était pas vraiment une charge décaissable parce qu'ils n'ont pas payé l'impôt et ils l'ont reporté, donc ce qui fait que là il y a eu un plus 10 milliards, et en fait ce qui fait que à la fin, quand on regarde le net cash provided by operating activities, donc en gros le cash des opérations, des activités opérationnelles, on voit qu'on a quasiment une croissance qui est très très faible en fait, mais il faut enlever les 10 milliards là, il faut aussi enlever les 3 milliards d'ici, donc ce qui nous donne à peu près 89 milliards ici, et à peu près 72 milliards ici, donc en gros on passe de 72 milliards à peu près 89 milliards, donc ce qui fait une croissance de quasiment de 20%, une vingtaine de pourcents, quelque chose comme ça, donc c'est très très bon. Donc voilà pour ça. Il y a aussi quelque chose que je voulais relever, donc là c'était le conference call du Q2 2024, et on a deux choses qui ont été très intéressantes, en plus du fait que il y avait notamment cette citation du CEO qui était assez marquante, le fait qu'ils disent que le risque de surinvestissement était beaucoup moins important que le risque de sous-investissement. Et en fait, donc on a aussi eu des points qui ont été intéressants, notamment YouTube. Et là, je reviens au fait que je trouve que YouTube, on n'en parle pas assez en fait par rapport aux ads, etc. Ça représente quand même quasiment entre 15 et 20% des revenus. Et c'est là où je trouve qu'il peut y avoir quand même beaucoup de croissance. Et ils avaient investi dans notamment tout ce qui est TV connectés, etc., pour augmenter, on va dire, la notoriété sur les TV connectés. Et on voit que pour le 17e mois d'affilée, YouTube est la plateforme la plus regardée sur les télévisions aux États-Unis, donc ça c'est très bon. Et on a aussi les vues sur les télévisions connectées qui ont augmenté de plus 130% au cours des 3 dernières années, et je crois que par rapport à 2023, on est à plus 30%, quelque chose comme ça, donc c'est très bon. Et il y avait aussi quelque chose qui était dit, donc je sais plus qu'est-ce qu'il a dit, je sais plus si c'est le CEO enfin je ne me rappelle plus en fait, mais en gros ils avaient dit dans le conference call que YouTube est la meilleure plateforme pour créer, regarder et à la fois monétiser du contenu. Et en vérité, quand on regarde aujourd'hui YouTube, il n'y a aucune plateforme qui va vraiment concurrencer YouTube, c'est pas possible. Donc vraiment, moi je trouve que c'est très très fort, et je pense qu'il faut vraiment pas se focus non plus que sur le cloud, mais aussi regarder les autres segments, parce qu'il y a vraiment aussi de la croissance autre part, et sans pour autant que ce soit très très chargé en termes de réinvestissement, quoi. Ensuite, on a aussi tout ce qui est
Marketing, notamment ils avaient annoncé donc Performance Max et aussi Demand Gen. Donc Demand Gen en gros c'était en 2023, Performance Max je crois qu'ils l'ont annoncé en 2024. En gros ce sont deux solutions proposées par Google pour améliorer les taux de clic des clients et réduire les coûts publicitaires. Donc le but ça va être d'augmenter les taux de clic, donc augmenter la conversion et aussi de réduire les coûts publicitaires. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va être de la génération de publicité avec des visuels immersifs avec l'IA. Et en fait, on a donc l'objectif de Mangen, ça va être plus de optimiser le marketing de marque, donc tout ce qui va être éducation du prospect, informer, éduquer le prospect. Et ensuite, on a Performance Max où on va devoir, ça va plus être on va optimiser la conversion via des publicités et des visuels qui sont beaucoup plus agressifs. Donc là, c'est vraiment rechercher l'achat à tout prix. Et ça permet donc d'attirer de nouveaux clients et inciter de nouvelles entreprises à dépenser plus d'argent dans la publicité. Et justement, ils ont fait des tests sur le Google Pixel 8. Donc ils ont fait un x2 sur le taux de clic tout en ayant des coûts publicitaires qui ont été 4 fois plus faibles. Donc ça, c'est très intéressant. Et en fait, on pourrait se dire que finalement, si par exemple je sais pas, imaginons qu'on a une entreprise qui investisse 1000 $ dans le marketing et qui utilise les services de Google. Au départ, imaginons pour 1000 $ investis, elle faisait 2000 $ de chiffre d'affaires. Derrière, imaginons qu'elle puisse faire ces 2000 $ avec 500 $. On pourrait se dire à première vue que ils vont utiliser peut-être que 500 $ pour finalement avoir ces 2000, mais en fait non, étant donné qu'ils ont un budget marketing de 1000 $, ils utiliseront ces 1000 $ là justement pour faire 4000 $ derrière et pour doubler le taux de clic. Donc finalement, le fait que les coûts de publicitaires soient plus faibles, c'est vraiment pas du tout un problème. C'est justement très très bien parce que ça permet justement aux entreprises d'utiliser plus Google et de favoriser, on va dire, les entreprises à utiliser les services de Google pour ce qui est de la publicité. Donc vraiment très très bon. Et aussi bien sûr pour ce qui est d'augmenter le taux de clic par rapport soit Demand Gen, soit Performance Max pour soit convertir, soit éduquer le consommateur. On a eu un exemple justement durant ce conférence call là du troisième trimestre où la direction disait: nous pensons que l'IA va révolutionner chaque étape de la chaîne de valeur du marketing. Audi a utilisé nos outils d'IA pour générer plusieurs éléments vidéo, images et textes, et la campagne a entraîné une augmentation de 80% des visites sur le site web et multiplié par 2,7 les clics, générant une hausse des ventes. Donc là c'est vraiment c'est très très là on voit vraiment les impacts pratiques on va dire confèrent les améliorations des différents services de Google et la publicité. Donc c'est vraiment très 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 bien. Donc maintenant on va faire une petite valorisation de Google. Donc aujourd'hui je trouve qu'on est vraiment sur des prix qui sont très élevés. On va voir donc déjà pour ce qui est des multiples, aujourd'hui on est à 37 fois le free cash flow, ce qui est je trouve quand même assez élevé, même si derrière oui il y a notamment le cash flow qui a été impacté avec les reports d'impôts. On a eu aussi du coup l'amende qui fait que forcément ça impacte le cash flow et qu'en réalité on doit être peut-être autour de 33 voire 32 fois, et ça me semble quand même assez élevé de manière générale, même par rapport à la médiane, qu'on voit qu'on est aux alentours de 29 au niveau de la médiane, ce qui est très élevé. Et personnellement moi je paye pas au-dessus de 25 fois le free cash flow pour Google, parce qu'en plus on a des stock-based compensation qui sont assez élevés. Je crois qu'elle tourne autour de 20%, 25%, 20-25% du free cash flow, donc c'est quand même assez élevé. Et ensuite on a donc le discounted cash flow avec le DCF, donc l'estimation de la valeur intrinsèque, avec 3 scénarios. Donc le scénario pessimiste qui nous dit que Google va augmenter son free cash flow de 8% par an pendant 10 ans. Ensuite on a un scénario optimiste, donc là j'ai pas mis, donc je le corrigerai après. Scénario normal à 10% par an, et un scénario optimiste de 12% par an ces 10 prochaines années. Donc c'est l'augmentation du free cash flow je parle, et avec un PFCF d'arrivée, donc PFCF price to free cash flow de 25. Et on voit qu'en fait on est, si par exemple je prends un scénario normal à 10% par an et que je veux par exemple moi obtenir un rendement de 12% par an dessus, on est sur une fair value, une valeur intrinsèque aux alentours de 140 $, ce qui est quand même faut quand même bien descendre. Là on est à 180. Et sachant que là, on prend le free cash flow de 2024, on prend pas le free cash flow de 2023, parce qu'en 2024, donc on est sur un free cash flow en moyenne de 55 milliards, et sur 2023, on est sur un free cash flow à peu près 70 milliards. Donc le free cash flow, il a été diminué en 2024, notamment dû à ce report d'imposition, et aussi cette amende qui était payée, et aussi parce qu'on a eu plus d'investissements, enfin bref. Et si on se réfère au free cash flow de 2023, là pour le coup, on est sur une valeur intrinsèque aux alentours des 170 $. Alors personnellement, moi je trouve que 170 $ c'est assez élevé, et je serais plus sur un scénario, de 10% par an sur donc le scénario normal
pour ces 10 prochaines années, en partant du free cash flow de 2024, pour moi, c'est pas déconnant, ça me confère derrière une bonne marge de sécurité. Donc je pense que moi, au maximum, je serais capable de payer 140 $ pour Google, voire 145, 140, 145 $ pour Google aujourd'hui. Ouais, non, je dirais même pas plus de 140, parce qu'on est quand même, ça reviendrait en fait. Là, on est à 180, on est à 180 $, donc 140, ça reviendra peut-être une baisse de 20%, quelque chose comme ça, on va aller voir. Ouais, voilà, donc là, je suis sur Google, donc on était à 180 tout à l'heure, là, on est à 176, donc ça ferait, donc j'ai mis 180 pour mon estimation, donc on va baisser pour 140, ça ferait une baisse de 22%. Donc en gros, on devrait sur le multiple baisser, là, on est à 39. Imaginons que si on enlève tout ce qui est, enfin, si on compte pas tout ce qui est report d'impôt plus l'amende qui a été payée, on est peut-être allé aux alentours de, je sais pas, 34, on va dire 34, 35, on va se mettre là. Et on baisse à 22%, ça fait qu'on revient, voilà, on revient à peu près à un multiple de 26, 27, et pour moi, ça, c'est beaucoup plus logique et beaucoup mieux. Je trouve que ouais, 26, 27 fois les bénéfices, ça serait le maximum. Enfin, le free cash flow, du coup, ça serait le maximum. Le prix maximal, le multiple maximum auquel je serais prêt à payer. Google, je pense que j'irai pas au-dessus, parce que sinon, après, il y a quand même des risques, notamment pour tout ce qui est investissement, etc. Même personnellement, je vois tout à fait Google être là encore dans 10, 15, 20 ans. Mais la question, c'est justement quelle sera la rentabilité de Google par rapport à tous les investissements qu'elle aura fait, que l'entreprise aura effectué aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment la question. Donc c'est pour ça que personnellement, je préfère vraiment contrebalancer ce risque dû au fait qu'on a de plus en plus d'investissements, de plus en plus de parts du cash flow qui soit alloué à l'investissement. Et donc ça ne confère pas un rendement qui est direct à l'instant T. Et je préfère contrebalancer ce risque-là en justement payant mes entreprises moins cher pour justement qu'il y ait une balance par rapport à ça. Mais après, si on part sur un scénario optimiste, on voit qu'on est quand même, si vous voulez 12% par an, on est quand même sur des niveaux qui sont à 160 $, voire carrément 200 $ pour le scénario optimiste. Donc moi, je sais pas, je suis assez perplexe par rapport à ça. Dites-moi si vous avez un prix cible pour Google, ou si même si vous avez Google en portefeuille. Ça m'intéresserait de savoir à quel prix est-ce que vous serez capable d'acheter la boîte. Bon, en tout cas, ce serait pas plus de 140 $. Mais donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous voulez télécharger la mind map comme d'habitude, vous avez le lien en description. Et puis nous, on se dit à la prochaine.